Enfant de Bastia, Pascal Olmeta vit désormais aux alentours d'Ajaccio, loin des terrains cabossés du quartier de Lupino qui ont bercé sa jeunesse. Il vit aussi loin du football, un paradoxe lorsqu'on connaît sa carrière, une gageure lorsqu'on l'écoute évoquer un monde dont il n'a oublié aucun détail. La preuve, avec ou sans filtre. Oh là 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 là. Bienvenue dans votre vie, Pascal. Là, il y a de la photo. Ouais. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. Hein. Je suis allé prendre dans vos albums photos des photos un petit peu emblématiques et vous allez me raconter un petit peu ce que racontent ces photos. Mais Luc, c'est pas que tu sois venu me chercher des photos parce que je ne les connaissais même pas. Oui, c'est la famille en fait. Voilà, Avec la c'est famille, plus la famille qui ont gardé des photos que moi, j'avais pu t'en donner. Mais là, je découvre. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça te donne les frissons et comme quoi le temps passe. Alors, vas-y. Faire quelle photo? Dis-moi. Non, surtout Celle-là. Celle-là, parce que, tu sais, ça me fait drôle déjà, rien que de voir mon pauvre père. Ce regard, il était gardien de but. Aujourd'hui, j'en suis fier. Pourquoi? Parce que lui m'a donné cette voix. Et le mien, qui a 11 ans, mon fils, est aussi gardien de but. Et il n'y a rien de plus beau, parce que voilà, moi je suis devant, pas le fait accompli, mais je vois la 3F 49-50, c'était sa première licence, j'ai eu la mienne, mon petit il a la sienne, et comment ne veux-tu pas être heureux? Mais il t'a ralenti ou quand il a dit je vais être footballeur, il a dit fais mon fils ou... Non, mais la différence d'aujourd'hui, c'est que le mien, il veut des gants, il a des gants, il veut des chaussures, il a des chaussures, c'est qu'eux ne pouvaient pas me donner. Si tu ne le faisais pas, même pas pieds nus, ou ils n'avaient pas l'argent pour me donner. Eh bien, on le voit là, justement. Regarde, Ouais. cette photo-là. Donc, tu as commencé Regarde. au CAB, toi, hein? Ah oui, Tu as commencé ah oui. au CAB, hein, Ouais, bien sûr, ouais. important. Hein? De mon enfance, ça a été le CAB avec un grand monsieur, monsieur Ventimille, parce qu'il y en a qui ont marqué tout au long de cette carrière des gens et des personnes qui ont marqué ma carrière, dont monsieur Ventimille. Et on dit justement, effectivement, on voit que les chaussures, tu n'étais pas le mieux équipé de l'équipe, hein, pour le moins qu'on puisse dire. Non, je ne sais même pas d'où elle sortait. Ça devait être celle de mes frères, parce que dans la famille, c'était la continuité. Il y a des trous. Mais après, je veux m'arrêter sur ce maillot, parce que ce maillot, c'est Ilia Pantelic qui me l'avait donné. Ça, c'est extraordinaire, parce que ça fait la continuité. Les 3 saisons que j'ai fait à l'école de football à Vichy, Institut national de football, et après tu peux voir José Pastinet. Là? Oui, Pastinet, les José, les frères Vorlemier, Morakine. C'était une équipe de tueurs. Là, on gagnait des matchs. Hein. Ah oui. Ah Quel âge tu as là? 13 ans, 14 ans. C'est fabuleux. Allez, une autre photo, Pascal. Tiens. Tout simplement, on va rester sur... tu vois, je ne l'avais jamais vu. Ça me donne la chair de poule et avec Hide Nakamashi. Cet homme extraordinaire. S'il y a des enfants qui ont des soucis, faites rencontrer cette personne. Rien que dans le parler, il va te donner une expérience de vie et de ce qu'il a pu m'apporter. Je commençais à Bastia et pourtant j'étais un fougueux, un peu jobard et tout. Et grâce à lui, je peux le faire toujours aujourd'hui, c'est le grand écart. Et ça a été des moments extraordinaires. Parce que des prédispositions physiques impressionnantes. On voit cette photo-là, karaté effectivement, mais tu as eu aussi le record de Corse du lancer du poids, du javelot, qui était un athlète. Ouais, sans oublier que dans le quartier, tu vois ces têtes-là, c'est que dans le quartier, dans les caves, on faisait de la boxe aussi. Il y avait les frères Lampert. Ah oui, non, mais c'était la folie. Ouais, c'était la vraie vie. Aujourd'hui, tu ne vas pas me dire que les gosses, ils se font chier. Quel quartier? C'est Lupino. Malheureux. Quartier Lupino. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Tiens, on va passer là, justement. Tiens, on a parlé l'INF Vichy, l'Institut de formation. Ouais. Hein? Ouais. À quel âge tu vas à Vichy? Eh bien, je pars en 78. 78, la fameuse Coupe d'Europe, puisque avant de partir et rentrer à l'école de football, j'étais sur le terrain pour l'épopée bastiaise. Ça a été des moments c'est toi qui dis, moi je veux aller à Vichy, je fais le test, et pourquoi? je veux quitter la Corse. Oui, et pourtant on n'avait pas l'argent. Mais grâce à Paul Marchioni, parce que lui était passé par l'école de football et puis avait réussi, et c'était un peu notre rêve. Et moi je voulais absolument, je ne savais pas que j'allais y arriver,
devenir professionnel. Tu vois un peu comment on est sapé à l'époque. Mais surtout, j'ai l'impression que c'est un peu la prison, moi. On a des photos du bâtiment, on voit que c'était pas... Hein, c'était non, c'était la prison. Et là, on a l'impression qu'on a le droit de visite, quoi. Là, c'est avec ta sœur et ton frère. Ah oui, mais c'était les droits de visite. C'était, ça, c'était bon. Ben, la première fois, quelques mois après mon entrée à l'INF de Vichy, ils sont venus me voir, mais ça a été fabuleux. 3 ans, il y a le formateur quand même, on peut dire un mot de ton formateur pendant 3 ans. Ah oui, Pierre Mosca, Mosca, Pierre qui Mosca. jouait à Monaco et que j'ai eu dernièrement au téléphone. Quand même, hein. À fond, parce ça que compte, ça compte. Quelquefois ça s'est mal passé, il est venu me rechercher parce que je partais. Oui. Et ça, merci à ces hommes-là. Et puis donc, 3 ans d'INF Vichy, et donc après 81, tu signes à Bastia. Avant de partir, à Bastia, voilà. C'est ça, parce que j'ai toujours appartenu au CAB, j'en étais fier, les couleurs noires. Et avant de partir, pour vouloir et pouvoir revenir dans un club professionnel, il fallait signer avant de rentrer à Vichy. Et j'ai signé au SECB avant de partir pour les 3 saisons. Et grâce à ça, ça m'a permis de revenir et j'appartenais déjà au club. Et quand je suis arrivé, en 81, ils gagnent la Coupe de France, et tu vois. Donc tu la gagnes pas la Coupe de France, tu la touches, parce que c'est avec qui là d'ailleurs? Mon cousin Germain. C'est, tu vois, on s'est élevés ensemble. Et je vais te dire, même ça, c'était un costume pour moi. Parce que ce n'est pas mes parents, je crois que je l'avais volé, ça. Donc pour moi... 81, tu touches la Coupe de France, tu la gagneras plus tard dans un autre club. J'en ai fait quelques-unes. Mais 3 ans au SCB, et puis après, tu vas faire la carrière que l'on connaît. Mais la carrière que l'on connaît, peut-être pas forcément. Ce que je te propose, justement, c'est qu'on aille la voir dans une autre pièce, ta carrière. On va voir un petit peu sur ce qui te laisse peut-être un goût amer, peut-être un goût sucré. Peut-être, on verra. Tu vas tout me dire? Allez, c'est ici que ça se passe. Tout, allez. Je sais pas. Voilà Pascal, c'est ici que ça se trouve. Alors on vient de voir comment tu es devenu footballeur. Maintenant on va revenir en images sur cette carrière de footballeur. Et comme je le disais, quand tu vas me dire un petit peu si c'était bien ou moins bien. Tu es prêt? Toujours. Allez, première diapo. Alors ça, c'est tous tes clubs, c'est tous les clubs par lesquels tu es passé. Et dis-moi, et en plus, si tu regardes bien, la connerie des gens, on le mettait avec 2 T. C'est au Matra. Oui, à chaque fois, je n'avais même pas fait gaffe. Eh oui, non, mais comme quoi... On le mettait avec 2 T. Alors effectivement, ça a commencé par le SCB, on a vu. SECB à l'époque d'ailleurs, c'était SECB, ouais. Après transfert à Toulon. Après le méga transfert. Matra Racing. D'ailleurs, à cette époque-là, on disait qu'il y avait même les billets, c'était les Pascal. Et on avait mis ton effigie sur un Pascal à l'époque. Pour un gardien de but, c'était le premier transfert aussi élevé pour un gardien de but. Il fallait dire que c'était le fameux grand monsieur Lagardère avec notre ami Jean-Paul Belmondo qui voulait que j'aille sur Paris, jouer à Paris. Alors donc, le meilleur souvenir, le meilleur et le pire? L'OM après, bien sûr, Lyon. On a remis la même photo pour l'Espagnol de Barcelone. Parce qu'on n'a pas de photo de toi, l'Espagnol de Barcelone. Et tu finis ta carrière au GFCA. Le pire et le meilleur. De toute façon, des pires, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu ne peux que garder que des bons souvenirs. Tu rayes les mauvais. Parce que dans la vie, les plus mauvais, c'est ne pas avoir la santé. Je crois que pour moi, les meilleurs souvenirs, c'est d'avoir joué dans ces grands clubs, PLM, Paris, Lyon, Marseille, où je me suis régalé, mais d'autant plus que d'avoir porté les couleurs et la tête de Bourg dans tous ces clubs, c'était une fierté. Dans mes gants, dans mes maillots, j'avais la tête de Maure. C'était, quand on dit que les Corses, on est fiers, et on est fiers de l'être. On va revenir sur cet épisode, justement. Mais avant cela, donc, que des bons souvenirs, finalement, partout. Bon, Même à l'Espagnol de Barcelone, où tu n'as pas trop joué, finalement. Mais c'est pas grave, je me suis régalé. Une expérience. J'aurais aimé rester, mais non, l'entraîneur qui est venu ne voulait plus, il était, si on peut dire, anti-français, ne voulait plus parce qu'il n'y avait pas que moi, il y en avait d'autres qui les faisaient plus jouer. Et il y a le football américain qui est venu me demander pour... On va revenir après ça. Ah d'accord, ça va. N'anticipe pas. Ça va. Ça. Les pénaltys de Barry. Barry 91. Ah ça c'est catastrophe. À qui le dis-tu? Catastrophe. Moi, je me revois devant la télé à l'époque. Tu sais pourquoi? Parce que... On rappelle quand même, séance de tir au but, c'est la finale de la Champions League. Ça ne s'appelait pas encore la Champions League à l'époque. Finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions. Ça arrive au penalty et tu n'arrêtes pas un penalty, quoi. Et moi, je le dirais, oui, et on perd contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais le problème, c'est que je ne vais pas chercher d'excuses. C'est que je me rappellerai la semaine avant la finale, on s'entraînait, je ne sais plus, on était à la mise au vert à Digne. Il y avait le pauvre Raymond Gothals qui disait à chaque fin de séance, bon allez, séance de penalty. Et nous, non. On était tellement sûrs de la gagner, on avait une équipe où rien ne pouvait nous arriver. Et ensuite, au fil du match, l'Étoile Rouge, comme eux, chez eux, il n'y a pas de match nul et ça se termine tout le temps au penalty. Ils ont attendu que ça, les penaltys. Tu le regrettes encore, ce moment-là? Ah oui. Ouais. Oui. Il suffit d'en choper un, tu aurais été tu as été champion d'Europe Oui, après, ils m'auraient fait le statut. Avec l'OM en 93. Non, mais c'est vrai que remplaçant. si tu arrêtes un penalty là, tu as une statue à Marseille. Mais c'est même pas ça, c'est que ça fait partie de la vie. C'est que quand je vois aujourd'hui mon petit à une séance de penalty, je repense à ça. Ce que eux, à leur âge, ils en pleurent quand ils n'arrêtent pas un penalty, je revis ça sans arrêt. Parce que c'est pour ça que certains dans des clubs ne peuvent pas comprendre ce que c'est un gardien de but. Et quand je les entends parler que ci, que là, arrêtez vos conneries, vous ne comprenez pas. Alors là, j'aime bien cette bleu, photo. blanc, rouge. Exactement. Le maillot de l'équipe de France Espoir. Tu as quelques sélections en équipe de France Espoir, des sélections en équipe de France Olympique, des sélections en équipe de France A', et aucune sélection en équipe de France A. Luc, pourquoi les A'? Tu sais pourquoi? Et après, je défie quiconque de la 3F et qui viennent. On fait une émission, ils peuvent. La A', ils l'ont inventé pour pas que j'aille en A. Voilà. Point, barre. Le seul qui m'a fait plaisir, c'est mon ami Michel Platini, qui m'a dit « tu mérites l'équipe de France ». Il m'a emmené en 92, voilà, à l'Euro 92 en Suède, et je le remercie. Mais j'ai eu, je ne sais plus combien en espoir, en olympique, en A', et les gardiens qui étaient mes remplaçants, c'est eux qui jouaient. Oui. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, mais à l'époque, justement, est-ce que ça ne t'a pas coûté, justement, cette façon de parler, quelques sélections? On va écouter, justement, comment tu disais à l'époque, pourquoi tu ne jouais pas en équipe de France. Je vais dire, il y a l'équipe de France et l'équipe de la France. Peut-être que l'équipe de la France, je crois que je ne peux pas y arriver. Parce que peut-être que symboliquement, quand je porte cette tête de mort, c'est vraiment au fond de moi-même pour montrer que les Corses, on a la place de partout. Non pas seulement que sur une île et tout, je dis que moi aussi, il y a passé un moment où je pouvais avoir ma chance en équipe de France, on me l'a jamais donné. Est-ce que si ça dérange parce que je suis corse ou parce que j'ai du tempérament, mais ce qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, on ne soit pas à la Coupe du Monde en Italie. C'était pas obligé de le dire, ça, Pascal. Ah bon, pourquoi? Mais je le dis encore. Mais ça t'a peut-être coûté finalement une sélection ou deux. Que j'en ai à foutre. Bon. Non, mais... Tu regrettes pas d'avoir dit ça? Non, j'ai joué dans les plus grands clubs. J'ai aucun regret, puisque c'est comme ça. D'accord. Cette photo, je l'aime beaucoup, moi. Ah oui. Tu viens de signer à Bastia. Là, tu es encore tout jeune, avec super équipe, d'ailleurs. Roger Mila. Alberto Tarantini, Solsona, Mbida. C'est toutes les recrues. Qui a même joué avec Claude Papi à l'époque. Quand il arrive en 80, il est encore là, Claude Papi. Putain, oui. Ton idole de jeunesse. Mais là, là, pareil, ça devait être une histoire d'amour. Et puis, au bout de 2 ans, 3 ans, pour des raisons, on ne va pas expliquer là, tu pars à Toulon. Et puis, tu reviens après, justement, sur cet épisode Bastia, parce que nous, on t'imaginait durer. Et puis, surtout, on t'imaginait… Non, tu vas voir, tu vas l'expliquer toi-même. Le Sporting, ça a été… dans toute cette histoire, ça a été vraiment… quelque chose de fantastique. C'est le Sporting qui m'a donné l'élan pour arriver en première division. C'est eux qui m'ont donné, c'est surtout des gens qui m'ont donné confiance, qui m'ont mis en première division. De là, j'ai fait les 7 derniers matchs de Bastia et puis de là, on s'est maintenu en première division. Je me rappellerai tout le temps de ce match à Saint-Étienne. Et puis, c'est vraiment le remercier et c'est vraiment la confiance qu'ils m'ont donnée. Si aujourd'hui je suis professionnel, j'espérais retourner un jour à Bastia. Sauf que tu n'es jamais retourné à Bastia. Ah, pourquoi ils t'ont jamais appelé pour venir? Parce que je suis Bastien. Je vais le prendre comme ça. Mais bon, après, les dirigeants ont changé. Et je ne sais pas si tu as remarqué, autour du cou, j'ai le ribé. Ouais. Non, mais comme quoi, quand tu es jeune, tu es fier
Mais de porter tes couleurs, d'aller au-delà. Je me rappellerai toutes les coupes que j'ai fait au Parc des Princes, c'était Mitterrand. J'avais la tête de Moore, j'avais le drapeau et je lui dis, j'étais capitaine, il vient me parler, je lui dis, oh, pensez à nos prisonniers. T'imagines? Et qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, il m'a regardé pour dire, oh, qu'est-ce que... Et la dernière diapo rapidement justement, tu l'as évoqué tout à l'heure, quand tu es à l'Espagnol de Barcelone, on te propose quoi à un moment, avant de repartir au GFCA? Eh bien, voilà, tout simplement, rien que pour botter les transformations en football américain. Parce que les gardiens, eh bien, il n'y a rien de plus précis. Et j'avais un très beau contrat à l'Espagnol de Barcelone. Ils me proposaient le même contrat, puisque c'est la... Ça s'appelle les Dragons. Hein, les Dragons, ouais. Ouais. Et là ben, il y a l'équipe dirigeante du Gazélec d'Ajaccio qui viennent me voir, le pauvre Robert Filicic, pour me dire on te propose ça. C'était un challenge et puis voilà. Tu y es allé. Alors, on vient de voir ta carrière de foot. Tu l'as arrêté. Après, tu as fait du beach soccer. Bien sûr, tu as même été élu meilleur goal de beach soccer en 2005 monde, quand vous gagnez la Coupe du Monde. Ouais. Mais là, on va passer dans une autre pièce parce que tout s'est bien passé justement après le football. Sauf il y a eu un petit truc justement il y a quelques temps. Donc, je te propose d'en parler dans une autre pièce. Allez, okay. Suis-moi Pascal, viens. Voilà, tu as trouvé ta place, Pascal. Nouvelle salle, donc. Alors, comme je le disais, hein, depuis que tu as arrêté le foot, une vie assez normale, notamment sur les réseaux sociaux, même tranquille, jusqu'à il y a peu, en fait. Ah. Jusqu'à ça, Pascal, la fameuse photo qui a fait réagir dans le monde entier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, je ne m'en suis jamais caché. J'allais à la chasse avec mon père. J'ai été chasseur. Je suis toujours chasseur. Il ne faut pas oublier que l'endroit où j'ai été, c'est un parc national. J'étais encadré par des gars armés de Kalachnikov. J'ai été invité par une marque de balles. Si je dois aller personnellement tuer un éléphant, je ne le ferai pas. Là, il s'avère qu'il y a 17 000 éléphants sur la zone. Mais ces choses-là, tu ne peux pas l'expliquer à des ânes. Parce que cette chasse, ce n'est pas du braconnage, Pascal, c'est ça qu'il faut dire. Encore une fois, c'est encadré, ces éléphants que tu as tués. Non, mais c'est un éléphant que de toute façon, explique-moi, explique l'histoire. Oui, mais demain, tu me chopes en train de braconner, eh bien, je paye. Et qu'on dise du mal de moi, mais pas de ma famille. Ça a fait réagir dans le monde entier. On voit que ça réagit en français, en anglais. Comment ils l'ont pris justement les proches? Il y a même du japonais, là, enfin, en tout cas de langue asiatique. Oui, mais voilà. Mais après, moi, personnellement, je ne me suis pas arrêté sur tout ça, sur aller taper, regarder, répondre aux uns aux autres. Le gars qui a filmé, c'est le guide, un guide français qui était appelé lui-même par cette revue qui nous suivait. Lui, il s'en est servi pour faire sa propre, parce que c'était en 2011, sa propre pub. Ça a 5 ans quand même. Oui, non, mais voilà. Lui, bon, voilà, il y aura une continuité parce que bon, on ne peut pas en rester là. Mais moi, j'ai jamais demandé à ce que le gars filme. Je n'aurais pas donné l'autorisation. Ça, c'est des trucs qui restent personnellement. Et je ne le savais pas. J'ai appris comme tous les autres. Mais attention, c'est une régulation. Quand tu vois que j'ai été attaqué même par des gamins ou des gamines, il ne faut pas oublier qu'à Paris, l'année dernière, et au Palais océanographique de Monaco, il y a la régulation d'éléphants. Le prince Albert de 1900, je ne sais pas quoi, il y avait les régulations d'éléphants. On n'a pas attendu Pascal Olmeta, parce que tous les jours, il y en a qui tuent des éléphants, parce que les éléphants, il y en a tellement dans des zones qui sont en train d'exterminer des peuples. Mais en Afrique, ouais, au Zimbabwe, au Botswana et ailleurs. Mais je ne dis pas qu'il faut les exterminer, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour dire, dans le monde, il y a des régulations. Mais ne donnons pas la parole à ces ânes. Alors justement, ça, on s'est dit, vous savez, dans l'émission, il y a quelqu'un qui prévoit l'avenir, qui voit dans des boules de cristal ou plutôt dans des photos. Il s'appelle Vincent Istria. Et selon lui, cet épisode, ça va marquer durablement votre avenir. Suivez plutôt et on revient tout de suite après.
Le 7 avril 2017, Pascal Olmette organise une grande réception pour célébrer ses 56 ans. Il invite tous ses proches dans l'espoir d'oublier un peu ses déboires médiatiques de la fin d'année 2016. Mais au cours du repas, l'un des invités oublie l'importance de la mastication et avale un os de poulet entier qui va se coincer en travers de sa gorge. Il manque de peu de s'étouffer, mais heureusement, Pascal intervient immédiatement et opère sur le pauvre homme une manœuvre de Heimlich, lui sauvant la vie. Malheureusement, un photographe présent sur les lieux immortalise l'instant sans vraiment en comprendre le contexte. Une fois encore, Pascal se retrouve au centre d'une polémique et a toutes les peines du monde à expliquer ses intentions. Décidé à ne plus faire que de bonnes actions, en partie pour redorer son image, Pascal recueille une petite brebis qu'il trouve blessée au bord d'une route. Mais, comme le dit l'adage, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et Pascal le constate lorsque la petite brebis, à peine relâchée, attaque une famille de touristes en randonnée. Le père de la famille, sauvagement mordu par l'animal, décide de porter plainte contre Pascal pour mise en danger d'autrui par le biais d'un animal féroce. Dégoûté par toutes ces polémiques, Pascal décide de partir vivre loin, très loin des réseaux sociaux et des médias. C'est ainsi qu'il s'installe en Antarctique, là où aucune de ses actions ne pourrait être mal interprétée. Et ça marche moyen. Finalement, Pascal décide de moins se soucier de ce qu'on peut penser de lui, et de se consacrer à l'association caritative qu'il a fondée, Un sourire, un espoir pour la vie. Néanmoins, il lui arrive encore de sursauter lorsqu'il voit un appareil photo. Moralité, laissez Pascal Olmette à s'expliquer. Vous allez laisser vous expliquer, mais ça va vous servir de leçon. Ça ne peut même pas servir de leçon, parce que finalement, c'est un vieux cliché qui ressort, et ça peut arriver à chacun d'entre nous. Le problème, il est là. Non, mais il faut arrêter. La vie n'est pas là. La vie, elle est ce que... Mais elle est là, la vie, peut-être, Pascal. Voilà, elle est ce que les enfants... Cette association, la vôtre, ça fait combien d'années que vous avez créé cette association? 12 ans. 12 ans. Et le principe, c'est de réaliser le rêve d'enfants malades. Oui, c'est le plus important. C'est pour ça que, personnellement, avec ce qui s'est passé, ma femme, elle regardait tout ça, elle a été touchée, etc. Je lui ai dit, bon, il faut arrêter. Et la richesse personnelle, elle est là. C'est avec ces enfants qui ne se plaignent jamais et qui sont ça là. Ça ne porte pas préjudice, l'association? Il n'y a pas eu de... Non. Non. Pour l'association, je parle même pour les contrats à la télé. Christian Jean-Pierre, il n'a pas dit, tiens, tout ce qui s'est passé, Pascal, maintenant on va arrêter notre collaboration. Non. Il n'y a pas eu d'incidence. Ça continue. Non, mais quand les choses sont claires, pourquoi tu veux qu'il y ait des incidences? Et tu vas continuer de chasser. C'est Oui. qui est passion. Mais oui, Pascal oui. en Corse aussi, hein, tu vas Ah pas oui. en Afrique. Ah hein. non, mais c'est certain. Non, mais je vais. La chasse, c'est la vie. C'est pas parce que tu es chasseur que tu es obligé de tuer. C'est le respect. Et si tu t'en sortiras pas avec ces écologistes qui pensent te donner des leçons, bon, et basta. Ça s'écrit. Je vais revenir quand même sur une petite image, tiens, celle-là. Tu vas pas finir chanteur, rassure-moi. Non, mais grâce à ça, j'ai pu vendre des CD. Ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs. Mais tu sais quoi, mais dans la vie, certains, je suis sûr que si tu leur demandes, ils pourront te dire, ouais, j'ai eu tel regret. Mais dans la vie, si tu as la chance de vivre à 100% en bonne santé, toi, les tiens, ta famille, putain, mais fais-toi plaisir, touche à tout. C'est déjà la fin de l'émission, Pascal. Alors, il y a une tradition. Ah oui, dans l'émission, si on finit par un selfie. Ah, allez, mets-toi à côté de moi, c'est pour immortaliser et on mettra ça sur les réseaux sociaux. Ça vaut quand même beaucoup mieux. Essaye d'éviter avec un beau sourire, voilà. La photo te plaît? Ouais, on peut mieux faire. Pascal Olmetta, merci beaucoup. Merci mon ami. Et bonne continuation. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Ciao, Pascal.